Voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va dire à tout le monde qu'il fait 40 degrés? Parce que là, on a Si. l'air chill. Mais non, il faut savoir qu'on a eu un parcours du combattant avant de venir, et ça, il faut le dire. Parce qu'il y Exactement. aura des signaux, ils vont se dire, il se passe quelque chose de Ce rouge. podcast, il se mérite parce que vraiment, Complètement. genre. Autant toi que moi. Salut à tous et bienvenue sur Merci on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours tout aussi inspirants qu'incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un invité d'honneur, un artiste avec un parcours très inspirant, pluridisciplinaire, que vous avez sûrement dû connaître dans des comédies musicales, au théâtre ou à la télé. De Roméo et Juliette en passant par Grease, Disney ou TF1, il a construit un parcours très riche et à côté de ça, il a su se réinventer en allant seul en scène avec sa propre histoire. Alexis Loison, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va, merci. C'est 40 degrés. Voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va dire à tout le monde qu'il fait 40 degrés? Parce que là, on a Si. l'air chill. Mais non, il faut savoir qu'on a eu un parcours du combattant avant de venir et ça, il faut le dire. Il y Exactement. aura des signaux, ils vont se dire, il se passe quelque chose. On Vous n'est savez pas quoi, rouge. ce podcast, il se mérite parce que vraiment, Complètement. genre. Autant toi que moi, je crois. Autant toi que moi, exactement, C'est vraiment. ça. Alors, ma première question pour toi, pour être un petit peu dans la thématique aussi du podcast qu'on va voir, si tu étais un personnage de Beverly Hills, lequel serais-tu et pourquoi? Brandon, tout simplement. C'est évident. Non, parce que Brandon and Kelly, quoi. Et du coup, Oui. genre, je crois que c'est aussi pour ça, c'est pour Kelly. C'est pour Kelly. Ouais. Pas Dylan? Non. Du tout? C'est pas du tout, mais tu vois, j'étais plus Brandon. Et puis en plus, moi, si je devais faire une comparaison avec une autre série, tu vois, j'étais encore plus Hartley Cœur à vif que... Oui, la base, Hartley. Et Hartley Cœur à vif, Oui. contrairement à ce que tu peux croire, j'étais pas Drazik. Moi, dans ma tête, Ah. j'étais plutôt Ryan. Oui, je vois. Mais ça colle du coup avec Brandon. Un peu. Ouais. Et Je puis, comprends. si je devais prendre les OG de Hartley Cœur à vif, j'étais carrément Nick Poulos, quoi. Toute première saison, avec son cousin Costa et Je tout. vois, Nick et Jodie. Bon, on a peut-être perdu quelques générations après la nôtre, Allez, parce vas-y, que je je crois qu'on zappe. est de la même. Sur Mais notre bon, truc. du coup, pour revenir un peu à toi, Ouais. est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout a commencé pour toi et comment tu as eu cette envie de te dire « Ok, je vais être comédien ». Vraiment, si tu remontes à tes débuts. À mes tout débuts, je crois que franchement, si je devais parler avec le cœur, je dirais que c'est grâce un peu à mes parents et mes frères et sœurs, mes grands frères, mon grand frère et ma grande sœur, qui en fait, moi j'ai toujours grandi dans le salon, il y avait toujours un film qui était diffusé à la télé, et j'ai toujours omnubilé par les films qui passaient et tout, et puis c'est vraiment un truc chez moi, dans ma maison d'enfance, c'est genre on se pose, on regarde un film en famille, c'est vraiment, on sacralise le cinéma. Et depuis tout petit, en fait, moi j'étais passionné de cinéma, et dès que j'ai compris que acteur c'était un métier, je l'ai formulé à mes parents, ils m'ont vachement soutenu là-dessus. Tout en garantissant, genre, bon, essaye d'avoir ton bac quand même, genre, tu fais des études un peu standard. Si ça. Ils étaient sur le côté, c'est pas vraiment un métier ou non? Quand même, ils avaient conscience de dire c'est Je crois, entre les deux. je crois qu'avec pudeur, ils étaient un peu en mode. On sait pas ce que c'est, donc on va te laisser faire et on va se donner 3-4 ans. Ok. Et par chance, c'est très vite arrivé. Ouais, ça a pris. Ça a très vite pris. Donc, pour le coup, c'était cool. Et jamais ils ont douté de quoi que ce soit. Jamais ils m'ont fait comprendre que c'était pas un vrai métier. Au contraire, ils étaient chouette. tout le temps. Moi, je me rappelle, mon père était tout le temps en train de me dire, genre, mais comment tu fais pour retenir tout ça? Mon père, chirurgien, j'ai envie de dire, mais attends, Oui. toi, tu me demandes comment je... C'est beau, il a su reconnaître du coup la difficulté des choses que peut-être lui n'arriverait pas à faire. Bien sûr, Et comme bien toi, sûr. tu l'as eu avec lui, donc. Exactement, c'est mais bien. je pense que, enfin ouais, je traduis ça par beaucoup de, enfin c'est ce que j'adore chez mon père, c'est qu'il nous admirait, tous ses enfants, il les admirait, et ça c'est des un belles valeurs. luxe, Ouais. ça c'est un vrai luxe, le fait que tes parents te regardent avec admiration, Complètement. te fait genre waouh. Du coup, ça t'a porté, toi, au final, là, pour ton départ à Paris. Mhm. Il a été derrière toi, et donc comment ça s'est passé, ton arrivée? Ben en fait, à l'époque, dans les années 2000, parce que c'est un peu la thématique, Ouais. il y avait une émission qui passait sur Canal+ sur les cours Florent. Oui. Et je suis tombé dessus et j'étais là genre, en fait, je veux grave faire ça, quoi. C'est une école de théâtre hyper réputée. Alors évidemment, ils mettaient l'accent sur toutes les stars qui étaient passées au cours Florent. Et j'étais vraiment en mode, ah ben je veux faire ça. Et ma mère m'a accompagné à un stage à Paris. Et puis, tout de suite, ils avaient peur, je pense, hein, parce que quand tu viens d'un tout petit village dans le Vaucluse, Oui. même moi, je suis arrivé à Paris, j'étais un peu en mode genre, wow, j'étais du père complet. Ouais, de fou. De fou. Surtout la première fois où j'étais seul pour un stage pendant 2 semaines au cours Florent, en décembre, c'était la folie. Mais il y a toujours un truc qui se fait, c'est que quand tu es dans une école, tu te crées une petite famille, tu vois. Oui. Et tes potes, ça devient vraiment ton repère. Et on n'était que des provinciaux.
On était un peu en mode genre Ok, t'as trouvé des acolytes avec qui te dire, bon, ok, complètement. on est dans Et la le même soir, galère. on se retrouvait chez un tel et tout. Et Ok. donc, du coup, en fait, les repères se sont faits comme ça. Et D'accord. en ça a été hyper facile, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur, du coup, à ton arrivée? En vrai, tu veux savoir, le Oui, plus en dur vrai. à mon arrivée, c'est quand j'ai passé mon premier casting. Moi, j'étais persuadé que bah, c'est bon, ça va, je peux passer des castings. Faut de la confiance, faut un certain niveau d'acting Ouais, que j'ai ouais. appris avec humilité en mode il faut travailler. Et puis surtout, on m'a dit genre, toi, tu viens du Sud, toi, non? Et Ok. j'étais là genre, ah bon, mais comment est-ce que vous l'avez compris? Je vois C'est un pas. peu plus qu'une étiquette. Ah ouais, ouais, là, du Ouais, coup, ouais, j'étais en mode. je vois. Et le premier casting, le premier film que j'ai fait, genre en mode produit et tout, j'étais payé en cachet. Le prod, il a dit genre, ok, parce que la réal, elle me voulait vraiment. Et le prod, il a dit genre, ok, mais alors tu lui fais faire des cours d'accent. Et c'était une des Ok. profs du cours Florent qui m'avait branché dessus. Pour essayer de gommer, du coup, au Ouais, mieux possible. c'est un peu humiliant au début. Ouais, c'est étrange. Mais c'est quoi, du coup? C'est des techniques C'est des techniques de répétition, d'articulation ouais, et tout, genre d'articulation. comment tu fais les T, comment tu fais les D. Un peu comme Ok, quand tu apprends à parler une langue et que d'accord. tu veux essayer de gommer ton accent français, genre en anglais, et on Ok. t'apprend vraiment les subtilités du truc. Et là, j'étais en mode le crayon dans la bouche et Oui, tout, à oui. essayer de parler comme ça, Ouais, et en plus sans accent, sans accent du tout. déjà que c'est des exercices qui sont assez contraignants quand on est dans des écoles de théâtre où on se met le stylo dans la bouche et on répète des Ouais. phrases en essayant d'articuler. Et si en plus tu conscientises le fait d'enlever ton accent, c'est pas évident. Et du coup, comment tu l'as vécu en termes d'identité? Parce que, enfin, je veux dire, ton accent du Sud, c'est toi, quoi. Bah, ouais, bah moi, bah, comme tous les gens du Sud, pour moi, j'avais pas d'accent. Du coup, Ouais, tu vois, j'étais là genre un accent, mais quel accent? Et en fait, dès que j'étais à Paris, que j'entendais vraiment parler, ben, j'ai envie. Les gens du Sud, ils disent qu'à Paris, on parle pointu. Sauf qu'en mhm, fait, on parle pas pointu, c'est un accent neutre, Paris. Mais quand oui. j'avais mes grands-parents, surtout au téléphone, waouh, c'était la mélodie du Ouais, bonheur, tu quoi, tu voyais tout vois. de suite le contraste, du coup, et... D'un coup, Ouais, j'étais dans un film de Pagnol, quoi. je vois. Et du coup, qu'est-ce qu'ont représenté les cours Florent dans ton parcours? Des années merveilleuses, un cursus de 3 ans qui, en fait, en y repensant, j'ai l'impression que c'est 10 ans parce que Ouais. j'ai tellement vécu beaucoup de choses. C'était intense? Ouais, c'était toute ma vie. Surtout qu'au cours Florent, en fait, moi, de base, j'y allais que pour des cours d'acting. Et un jour, je me rappelle, j'étais en cours de théâtre, c'était en début d'année, et il y a le prof, le directeur de la section comédie musicale, parce il y a une section Sur une comédie comédie musicale musicale, ouais. au cours Florent, il faisait le tour des classes de théâtre pour parler, pour faire la pub, la promotion de la section comédie musicale, et en disant cette année, en fait, le spectacle de fin d'année, ce sera Grise, et on cherche notre premier rôle et tout, le rôle de Travolta, quoi. Ok. Et moi, dans ma tête, j'étais un peu en mode genre, Mhm. pourquoi pas essayer, mais pour rigoler, quoi, hein, juste. Ok. Et en fait, j'ai tellement kiffé ça, j'ai tellement aimé ça que le prof, il m'a dit, genre, on sent que ça te plaît, on sent que ça peut être quelque chose pour toi, mais il faut vraiment que tu bosses parce que, pareil, moi, j'avais l'impression de chanter juste. Mhm. Pas du tout. Après, je me regardais sur les vidéos, j'étais là, genre, ah ouais, d'accord. Moi aussi, j'avais l'impression de danser, Ouais, mais comme Baryshnikov. Et d'accord. du coup, je me voyais sur les vidéos, je fais, ah ouais, je vois. J'ai pas la même perception quand je le vis que quand je le vois. Exactement. Exactement. Et ça m'a Ouais, énormément appris aussi sur la perception de soi ouais, quand t'es persuadé d'être ça. c'est vrai. Et pas du tout, en fait. Tu te vois et tu fais ah, mais je suis à côté de la plaque. Ouais. Et ça m'a fait énormément bosser. La comédie musicale m'a appris énormément de rigueur pour ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, dans les métiers artistiques, que ce soit l'acting ou la danse ou même le chant, je pense que beaucoup se sentent tellement incarnés par ce qu'ils vivent que bah, ils ont l'impression d'être exactement là où il faut. Et après, tu as ce fameux retour caméra, ce fameux retour son, fameux retour image. Mm. Et du coup, tu es confronté aussi à toi-même. Comment tu fais la différence entre le jugement que tu as pu porter sur toi, où on est souvent très critique, et la réalité, où tu avais vraiment besoin de travailler? Ben, en vrai, le retour des professionnels, déjà, un Ouais, casting, si t'enchaînes les noms, il faut avoir un feedback, il faut avoir un feedback un peu constructif. Le directeur de casting ou le réal ou le prod te dit à toi ou à ton agent avec sincérité, en fait, physiquement, ça colle pas avec le couple qu'on essaye de créer, ou alors il ressent pas du tout à son supposé père dans le film. Ça, tu peux rien y faire. Tu peux vraiment rien y faire. Mais si tu as des retours en mode genre l'acting, c'est pas terrible, ou alors tu chantes pas super, ou le ouais. niveau de danse est pas encore là, bah tu peux que bosser, quoi. Et à Ça t'a partir pas fait de... peur, ça, du coup, de travailler? Vraiment? En fait, si je me dis genre que j'ai une deadline et que je vais jamais rattraper mon retard en 6 mois, enfin, un exemple, c'est que après La Belle et la Bête, le directeur de casting, c'était le même que celui de Dirty Dancing. Mhm.
Et il avait fait venir l'équipe anglaise, je me rappelle, c'était en 2016, je crois. Il a fait venir l'équipe anglaise qui devait monter Dirty Dancing. Et ils ont dit, genre, au Théâtre Mogador, en disant, le mec qui fait Gaston, potentiellement, il peut être Johnny. Donc le rôle de Patrick Swayze. Ouais. Et on s'était rencontrés après le show et il m'avait dit genre ouais, t'as la gueule, t'as le physique, ça peut éventuellement le faire et tout, viens à l'audition privée. Et là, l'audition privée, là je me suis retrouvé face à des... Enfin, en plus, moi j'étais un peu en bluff parce qu'il m'avait dit genre tu sais danser? Ouais. Ouais, bien sûr. Et en fait, là je me suis retrouvé avec des vrais danseurs, genre avec les danseurs Oui, qui avait un de vrai Danser niveau avec les pro. stars, quoi, Ouais, tu ouais. vois, genre... et là, je me rappelle avoir fait l'audition. C'était pas humiliant, mais quasi, quoi. J'étais à Oui. la ramasse complet. Et c'est là que je me dis, genre, bah, j'arriverai jamais en quelques mois à rattraper ce niveau-là, donc laisse tomber. Ok. En ça, je me dis que j'ai pas le niveau. Et à l'inverse, si je pense que, genre, j'ai foiré le truc et tout, mais le réel, il dit, ah si, moi ça me plaît et tout, j'ai envie de bosser avec toi, je me dis, bon, Ouais, ouais, ouais. des fois. Ok. Mais ouais, exact, exact. L'univers fait des choses Bah ouais, en fait, faut pas Ouais. oublier qu'en fait, t'es au service d'une vision complètement. Oui. d'un réalisateur. Même si pour toi, c'est pas forcément comme il faut, peut-être qu'il a vu quelque chose en toi que toi, tu n'as même pas encore vu à ce moment-là. Exactement. Et il se dit, ok, j'ai vu le potentiel, moi en fait, je préfère travailler sur ça parce que je l'ai vu, plutôt que de prendre quelqu'un d'autre où il n'y a pas. Bien sûr. Et même si t'as foiré au final la danse ou autre chose. Après, techniquement, Mais, si t'es là, si le mec qui en ouais. fait était si, je vois le potentiel et tout, genre, bon, bah ok, je me laisse, je me laisse driver. Mais à ce que je vois, t'as toujours été du coup très sérieux. T'as toujours pris, en tout cas, les castings au sérieux, etc. Même si tu disais peut-être parfois, bon, je le tente, mais je me dis que j'ai pas forcément le niveau, tu donnais les moyens, quoi. Début, je me suis pris une ou deux claques Ouais. en mode genre, ça fait combien de temps que tu chantes, toi? Oula! Et tu comprends Je tout peux de pas suite dire que. quelques heures, donc je vais te dire que Tu moi. comprends tout de suite que c'est Ouais. c'est sérieux, il y a Ok. du niveau autour de toi et tout. Donc, avec humilité, c'est quand je suis arrivé au cours Florent, tout de suite, on était en classe de comédie musicale, on se sauçait, on était un petit groupe en mode genre yes, on est le roi du monde, nous. Et en fait, je suis allé passer un casting pour Disneyland, je m'en rappelle. Et le mec, il avait joué et tout. Moi, j'étais persuadé d'être ça et j'avais fait nimp. J'avais fait n'importe quoi. J'étais à côté du rythme, à côté de la partition et tout. Et j'étais revenu vraiment la queue entre les jambes, quoi. Je me suis dit, bah ok, je passe plus rien pendant 3 ans. Et ça m'a grave boosté. Ouais. Et mon prof, à l'époque, il m'avait dit, genre, t'es pas prêt, n'y va pas et tout. Moi, j'étais là en mode arrogant, quoi. Mais si, je vais le faire et tout. Et à partir du moment où, à l'inverse, lui, il m'a dit, genre, là, t'es prêt. J'ai passé mon premier casting pour Footloose et j'ai eu Footloose. Ok. Et de là, on a découlé. Et depuis cet épisode-là, ouais, j'écoute énormément et ben, mes mentors, quoi. Ouais. Mes mentors, les gens qui ont plus d'expérience que moi et les gens qui sont supposés m'engager, quoi. Ouais. T'es obligé Ok. d'avoir cette humilité-là. Et justement, j'allais te poser une question parmi mes questions, qui était quel était le pire casting entre guillemets que t'as passé et qui t'a apporté quelque chose derrière? Est-ce que c'est cette période-là ou est-ce que c'est autre chose? Ben, je pense que c'est celui-là, c'est Ouais. ce casting pour Disneyland Paris. D'accord. Ils étaient tous très sympas. Je tiens à le dire, hein, j'ai pas envie de me brouiller avec Disneyland parce que toutes les équipes créatives sont sympas, quoi. Mais en fait, ils m'ont bien reçu, ils m'ont dit les choses très gentiment et tout. Et toi, ça t'a mis exactement la piqûre qu'il fallait pour Ah, mais pouvoir ouais. te dire, ok, là. Dis-toi, c'était en 2008, je crois, et je m'en souviens encore du piano, de comment était habillé le gars, comment Ouais, était. bah, ça t'a marqué. Ah ouais, la tête le visage de la directrice artistique qui stoppe le truc en mode top, 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 merci, merci, merci. Oh! Et Et je me dis, genre, bah, soit j'arrête, soit j'en fais une force, C'est ça. et bah, j'ai décidé de pas lâcher, quoi. Et du coup, donc les comédies musicales ont occupé une grande place pour toi. Est-ce que c'était déjà quelque chose sur lequel tu te projetais ou est-ce que c'est avec les cours Florent que c'est arrivé? Comment... Je me projetais pas du tout sur des D'accord. comédies musicales. C'est vraiment avec le cours Florent que c'est Ok. arrivé. Parce que, bah, je t'ai dit, la première année où j'arrive au cours Florent, ils font Grease, je rigole un peu, et puis en même temps, genre, je crois que j'aime ça. Et puis, ils font Le Roi Lion à Mogador. Et en fait, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Moi, je suis un enfant de la génération Disney, de fou. Quand, dès le numéro d'ouverture, c'est la première fois que je pleurais d'une émotion que je Oui. comprenais pas, quoi. Et à ce jour, je trouve que c'est toujours... J'en ai bouffé des comédies musicales, mais je trouve que c'est Le Roi Lion, c'est toujours le plus grand spectacle du monde. C'est pas mon préf, Ouais. mais c'est le plus grand spectacle du monde. C'est le spectacle parfait, Le Roi Lion. Ouais. De l'ouverture au dernier numéro, au Salut,
C'était extraordinaire. Et quand j'ai vu Le Roi Lion, je me suis dit, ok, en fait, un jour, j'ai envie de faire ça. Parce que pour moi, la comédie musicale, c'était comme beaucoup de monde avant que le Broadway arrive à Paris, c'était vraiment genre Notre-Dame, Lady Com, Roméo Oui, et Juliette, ouais, qui étaient plutôt axés chanteurs. exact. C'est des chanteurs extraordinaires, c'est des super artistes et des très bons interprètes, mais qui ont ensuite fait une carrière de chanteur. Donc moi, dans ma tête, je me disais, bon, la comédie T'associes la musicale, comédie musicale au chant, mais pas autant à l'acting, à la voilà, danse, il y a exactement. vraiment Et quand tout j'ai vu ça. Le Roi Ouais. Lion, j'ai vu des acteurs, surtout Olivier Bretman qui faisait Scar, et David Eguren, avec qui j'ai eu la chance de travailler ensuite sur La Belle et la Bête, et à qui j'ai dit, genre, mec, mais moi, quand je t'ai vu dans Le Roi Ouais. Lion, j'ai vu un acteur, mais virtuose, et je me suis dit, ah, mais il y a des acteurs de fous qui peuvent faire des comédies Bien musicales. sûr. Et là, je dis, vas-y, go, j'ai trop envie de faire ça. Et Ok. j'ai eu de la Tu l'as chance, eu. le ciel a Ouais. parlé, j'ai fait La Belle et la Bête quelques années plus tard. Et quel a été le rôle le plus marquant du coup dans toutes les comédies musicales que tu as eues? Je pense que c'est La Belle et la Bête. Celui de Gaston dans La Ouais. Belle et la Bête. Attention, pour Grise, Dany, ça m'a énormément marqué. Humainement, je me suis éclaté. Mais La Belle et la Bête, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, surtout. Ok. Parce qu'il y a eu un tournant après Gaston dans La Belle et la Bête. Ça a été un tel succès, ce spectacle, critique et public. Et ensuite, c'est surtout que l'équipe du film était venue voir La Belle et la Bête au Théâtre Mogador et qui m'ont proposé un rôle dans le film après ça. Et pour moi, je me suis dit genre, waouh, mais La Ouais. Belle et la Bête, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. Ça me suit, ça m'a Ça a suivi été un vrai ticket du coup pour toi et c'est marquant quoi. On va dire de que fou, de la fou, comédie de fou. musicale de cœur. Et les Ouais. gens m'en parlent encore aujourd'hui en mode, genre, oh, je vous ai vu en Gaston et tout. Et c'est vrai que si remontait un jour La Belle et la Bête, j'adorerais refaire Gaston Ouais. avec le recul que j'ai maintenant et je suis plus vieux. Et là, pour le coup, j'ai un petit peu plus l'âge du rôle parce que Mhm. j'avais 22, Oui, 23 ans à t'étais plus l'époque. jeune. Et ça m'a marqué aussi parce que quand j'ai postulé pour le rôle de Gaston, je pensais pas du tout l'avoir, dans le sens où j'étais beaucoup trop jeune et j'avais entendu dire qu'il voulait un tel et un tel qui avait 15 ans de plus que moi. Et je me suis tellement battu pour l'avoir et je remercie encore l'équipe artistique qui m'a choisi. C'est l'équipe d'origine, quoi. C'est l'équipe Mm. étrangère. Je comprends. Et ouais, ça a changé ma vie, La Belle et la Bête. Ok. Et du coup, dans les comédies musicales, il y en a beaucoup qui en parlent comme si c'était un rêve. T'en as beaucoup qui rêvent de faire ça. Est-ce que toi, tu as un peu les coulisses à nous donner ou au final, bon, c'est pas forcément ce qu'on voit, mais comme tout métier d'ailleurs. En fait, j'ai envie d'aller dans ce sens-là, dans un premier temps en disant, si, quand tu es sur scène, ce que tu ressens, Oui. quand tu performes et quand tu fais une comédie musicale, quand tu chantes des chansons que tu rêves de chanter, si, tu as un truc qui se passe, qui te connecte à ton enfant intérieur directement, et je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Quand tu chantes Grease ou même Roméo et Juliette ou La Belle et la Bête, des choses que tu as entendues quand tu étais gamin, et d'un coup tu les chantes pour de vrai, Ouais. de manière officielle. Il y a un public dans la salle qui a payé des places pour venir, qui s'est organisé. Ben là, franchement, t'es sur Saturne, quoi. Mais vraiment, t'es dans une autre dimension. Mais ça a un prix. Oula, tu vois, j'en touche mon micro. Ça, en vrai, ça a un prix. Parce que, en fait, pour être performant tous les soirs comme ça, comme par exemple au Théâtre Mogador, dans les shows de Stage Entertainment, ben vraiment, ça a un prix dans le sens où, en fait, tu dois faire... Enfin, ton instrument, c'est ton corps. Oui. Tu vends ton corps, pas dans un sens hyper chelou, Non, mais non, tu vends mais je ton vois, corps, oui, si, tu donnes tes tripes quoi, sur scène. tu donnes donc, tes tripes, quoi. soit au niveau du chant, du corps, tout. Et Donc, tu peux pas ouais. sortir après le show. C'est tentant de faire la fête, Ouais. mais pas du tout. Le samedi soir, tu rentres chez toi, tu prends une tisane et tu vas au lit. Parce que le lendemain, t'en as une. Oui, t'as ta conscience pro parce que tu sais que le public t'attend et que là, t'as pas le droit à Tu peux l'erreur. pas faire nimp. Tu Ouais. peux pas, genre, pendant ton jour de repos, faire ne serait-ce que du roller ou du ski. Tu t'économises pour ce moment-là. En Ah ouais, fait. ta Ouais. vie, c'est le show. Et heureusement que c'est magnifique. Donc moi, je conseille à tout le monde, genre, faites bien attention quand vous engagez sur un an d'aimer ce que vous faites. Oui. Parce qu'après, sinon, c'est une ambiance pourrie, quoi. Mais moi, j'ai jamais regretté une seconde de dédier ma vie au spectacle parce que à chaque fois, moi, je ressentais... quand je voyais genre des familles à la sortie qui attendaient pour des autographes et des gens qui vous disent, genre, on vient de Rennes, on a pris le week-end exprès pour ça. Et là, tu vois un père de famille, sa femme, les 3 enfants, et tu te dis, genre, waouh, le budget pour Mais oui. eux, les 5 Bien places, plus l'hôtel, plus potentiellement le resto, le train. Ben, mon gars,
t'as intérêt à donner, Ouais. à Mais c'est tout bien donner que tu pour en eux. aies eu conscience, ça, parce que tu en as beaucoup qui ne l'ont pas forcément. Après, tout dépend aussi pourquoi tu fais ce métier, et je pense que pour toi, transmettre a son importance, mais c'est bien, parce que du coup, je Ouais, pense que le voir, ça te permet de voir le public différemment, et sur scène, et même sur ce que tu fais hors scène, bah, du coup, tu y penses tout le temps, un peu comme ce que ben tu ouais, disais. bah complètement. Et Ouais. puis je pense que ce qui m'aide, c'est aussi moi, quand je vais voir des spectacles à l'étranger, à New York ou à Londres, en fait, si je vais voir par exemple Billy Elliot ou Wicked, bah malheureusement, c'est pas méchant que de dire genre bah je m'en fous que la meuf qui fait Alphaba ou le mec qui fait Billy Elliot, il a passé une mauvaise journée. Je m'en fous. Ah, carrément. T'es Moi j'ai là pris pour voir le show, l'Eurostar. exactement. Frère, moi j'ai mon hôtel, j'ai pris l'Eurostar, Faites-moi j'ai kiffer, payé c'est mon tout. billet. Ouais. Je suis là pendant 2h30. Et c'est ce que je ressens en fait quand y a les gens dans la salle. Tu sais, des fois, t'as pas envie, t'es fatigué, tu t'es Mm, pris la mm, tête mm. avec ton conjoint ou ta Bien conjointe. sûr. Et t'arrives à shifter du coup au moment où le Bah, rideau tu s'ouvre. sais, ce qui fait ça. shifter, en vrai de vrai, des fois on se le disait, surtout, ça m'arrivait surtout sur Grise parce que c'est moi qui ouvrais le spectacle avec ma partenaire de scène. Et on se le disait souvent en mode genre, ce soir, j'ai pas du tout envie là, tu vois, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Et d'un coup, le rideau il se lève. Et puis en plus, c'était Danny et Sandy à la plage. Et là, les gens, ils hurlent, en fait. Ils hurlent parce qu'en fait, ils vont voir le spectacle. Ça y est, on va voir Mm. Grise. Et ils te balancent un truc, ça te fait quelque Ouais, ça te chose. nourrit toi Et direct t'es et tu là, peux genre, partir. oh, Mm. allez, j'oublie tout et pendant 2h30, je leur donne ça. Et ça me fait encore ça quand on donne des concerts et tout, que les gens, ils hurlent. T'es là, genre, allez, pendant 2h30, c'est pour vous. Ouais, c'est top. Mais du coup, ça te rend dans un sens un peu pas accro à l'énergie du public. Complètement. Ouais. Mais c'est normal parce que le public, en fait, après, lui, il ressent une adrénaline que tu lui donnes. Donne. Mais en fait, il se rend même pas compte que ce que tu lui donnes, en fait, c'est lui qui te le C'est donne. moi aussi. Hyper Ah beau, ouais, ouais. ouais. Et ça, je le ressens en concert, en comédie musicale, et même ce que j'ai ressenti très récemment en one-man show, ça m'a vraiment genre Mhm. propulsé sur scène. Je comprends. Et du coup, donc, on parlait tout à l'heure de La Belle et la Bête. Le projet est arrivé. T'as expliqué ce que ça a changé pour toi. Est-ce que ça a changé encore plus de choses que ce que tu nous partageais tout à l'heure? Ouais, ça a changé, je pense aussi, une crédibilité dans le milieu de la comédie musicale, parce que d'un coup, tu fais un rôle principal dans un Disney, une partition qui est complexe, un rôle qui est complexe, et j'ai eu la chance aussi que tout le monde ait adoré ce spectacle et adoré ce rôle. Et d'un coup, ben, quoi qu'il, j'avais ça sur mon CV et j'étais un peu en mode genre le Alexis Loison qui a fait Gaston. Et ce qui me faisait peur aussi quand j'ai passé le casting de Grease et que j'étais annoncé pour faire Grease, j'étais le mec qui avait fait Gaston. Mais quand j'ai fait Grease, j'étais un peu en mode genre, j'ai envie de montrer à tout le monde que c'était pas un coup de bol Gaston. Que vraiment, genre, même Ouais. là, c'est un autre rôle. Et j'ai pas été choisi que pour mon physique parce que tout le monde faisait un comparatif, même le metteur en scène, tu vois. Ouais. Ça le saoulait presque de dire Assez genre, facile, du coup. waouh, vous ressemblez tellement ouais. tous les deux à Olivia Newton-John et John Travolta que on va dire qu'on vous a pris pour ça. Et en fait, on avait tout approuvé et on est très heureux de ça aussi. Enfin, je dis on, Oui, je comprends. mais- Et le jour, du coup, où t'as su que t'étais pris pour La Belle et la Bête, comment t'as J'ai réagi? hurlé. J'ai hurlé parce que t'imagines même pas à quel point je le souhaitais ce rôle. Ouais. J'avais trop peur de voir quelqu'un d'autre le faire parce que dans ma tête, c'était mon dessin toi. animé préféré, Ouais. La Belle et la Bête. J'ai grandi, c'est le premier truc que je suis allé voir au cinéma. Pour dire il y avait un vrai symbole. à quel point je suis vieux. Je suis allé le voir au cinéma, c'était mon dessin animé préféré, c'était genre ma safe place de regarder ça en cassette avec ma grande sœur et mon grand frère. Gaston, il m'a toujours fasciné, il m'a toujours fait marrer. Et plus je regardais ça, et plus je me disais, genre, il est intéressant ce personnage, parce qu'en fait, c'est pas un monstre comme dans les autres Disney. Et puis pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça et tout. Et en fait, j'avais envie de montrer toutes les couches du personnage. J'avais fait plein de propales en audition, et le metteur en scène, il avait kiffé ça. Et genre, j'étais trop heureux, non pas d'avoir le rôle, genre juste pour dire, genre, ça y est, j'ai le rôle, mais de pouvoir passer une année à exprimer ce que je voulais exprimer. Je comprends. Ok. Et du coup, parlons d'Emma Watson. Ah, on y vient. On On y a vient, attendu c'était le moment. combien de temps? Quelques minutes, une vingtaine à peu près. Une vingtaine de minutes avant Ouais. de parler d'Emma Watson. Il fallait quand même. Bien sûr. Parlons d'Emma Watson. Écoute, quand j'ai passé le casting de La Belle et la Bête, maintenant je peux le dire, Bill Condon, il m'avait appelé et j'avais auditionné à Londres pour le rôle de Gaston, de base, Ok. dans le film.
Et on avait fait des screen tests et tout. On avait filmé en studio. Enfin, je me rappelle, il y avait un pianiste. C'était le truc fat, vraiment. Mhm. Et moi, je suis rentré en France. En plus, il avait adoré le spectacle. Et là, il m'avait dit, putain, c'est génial ce que tu fais. Le côté cartoonesque que tu apportes au personnage et tout. Bah ouais. En plus, ouais. Et après, je me rappelle, j'étais à Disneyland, pour le coup, avec ma sœur, quand j'avais appris que Emma Watson allait faire Belle. Et elle m'avait dit, mais c'est génial. Et moi, je fais, ouais, mais vu que c'est elle qui fait Belle, en face, ils vont jamais mettre Alexis Loison. C'est Mhm. impossible. Ok. C'est Hollywood, Tu c'est t'étais dit ça à ce des moment-là. A-list. Ouais, Ok. j'étais sûr et certain. Il y avait des noms qui circulaient en mode Channing Tatum, tu Mhm. vois, ou je sais plus qui d'autre d'ailleurs, même Hugh Jackman, qui avait fait Gaston en Australie, lui, sur scène. Et donc, ils m'ont quand même appelé pour m'expliquer, tu sais, Hollywood, ça se passe comme ça, il y a que des A-list et tout. Ouais. J'étais là, ouais, je comprends. Je Mais sais. qu'est-ce que tu veux? On va Mhm. prendre Luke Evans et tout. Et puis Luke Evans, il sortait de la trilogie du Hobbit. Il avait fait Dracula, Fast and Furious. Ouais, J'étais ouais. là, genre, qu'est-ce que tu veux dire? Mhm. C'est le game. Et il m'avait quand même dit, mais Bill, il adore ton travail, il veut vraiment que tu sois un des hommes de main de Gaston. Donc moi, je dis, bah, bien sûr, c'est une expérience monumentale pour moi. Et une fois arrivé en Angleterre, ça a duré 6 mois quand même. Et je suis resté 6 mois de plus, donc j'ai vécu 1 an à Londres. Mhm. Et Emma Watson, euh, vu que assez tard, parce qu'on répétait beaucoup avec Josh Gad et Luke Evans en studio. Et dans tout le making-of, tu vois, on est dans un hangar immense et tout. Et puis le chorégraphe et le réal, ils répètent surtout la scène de la taverne qui était hyper complexe. Ok. Et Emma Watson, un jour, elle vient voir ce qu'on a fait. Et elle se présente à nous comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un comme Emma Watson, c'est tellement un rang c'est le haut du panier de Hollywood, Oui, quoi. oui, oui. Du coup, elle a toujours quelqu'un avec elle. Et c'est pas quelqu'un, c'est genre quelqu'un. Plusieurs Il y a, personnes. il y a C'est 5 des personnes quelqu'un. autour d'elle, quoi. Ouais. Et encore, quand elle est en civil, t'as 2, 3 personnes, mais quand elle est sur le plateau, t'as genre 5 personnes qui sont tout le temps autour d'elle. Ok. Et elle est difficile à approcher, du coup, non pas qu'elle ait pas envie, parce que je pense qu'elle a envie de délirer un peu avec nous. Oui, mais ça crée une certaine distance, mine de rien. Mine de rien, forcément. de Ouais. fait, ça crée une distance. Et même nous, on est là, genre, oula, c'est Emma Watson. Et dès qu'elle rentre dans le studio, t'es là, genre, il y a Emma Watson. Alors qu'en soi, la meuf, elle est là, elle te regarde et Mhm. elle regarde tout le numéro. Et je crois qu'elle était avec un proche et elle était en train de se marrer. Et puis, comme elle voyait que Luke Evans et Josh Gad étaient avec nous et qu'on rigolait et tout, elle avait envie. Mais sauf que son statut fait que c'est pas simple pour elle. Et je me souviens d'une fois, elle était sur le plateau et les gens arrêtaient pas de dire ouais, on peut pas l'approcher et tout. Alors, Et c'est contraignant, ouais. c'est contraignant. T'as envie de dire bah on n'est Ouais. pas là pour se faire des amis non plus, tu vois. Genre on est là pour Mhm. travailler. La meuf, Exact. faut comprendre que t'as un film qui coûte plusieurs centaines de millions de dollars qui repose sur sa tête. Peut-être. C'est sa tête sur l'affiche. Hein. Et c'est pas la mienne, c'est pas celle des petits villageois, c'est sa tête. Hein. Donc ça, il faut comprendre ça. Et peut-être qu'elle a envie d'être focus. Et puis il faut comprendre qu'entre les prises, t'as quelqu'un qui vient, qui lui dit genre, pendant qu'on la maquille, pendant qu'on lui dit, alors n'oublie pas, il y a un rendez-vous, une interview à 17h avec machin, demain à 9h tu dois faire ça. Et la meuf, je sais pas comment on fait pour Mhm. gérer ça, donc chapeau pour elle. Et puis une fois, je me rappelle, il y avait enfin, un copain à moi, enfin, c'était un copain, Jack, qui me dit genre, mais je suis sûr elle est hyper cool en fait. Je dis ouais, Ah ouais? ouais, elle doit être cool, je sais pas, on la connaît pas. Si, attends. Et en fait, on attend derrière le village, ça j'ai jamais raconté, on attend derrière le village, et tu sais, parce que c'est des fausses façades. On attend derrière et elle passe devant nous pour aller à sa loge, Ça l'a à géré. son trailer. Et elle passe devant nous et elle voyait qui on était, tu vois, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on faisait le numéro d'ouverture. Et elle passe devant nous et lui il fait salut Emma. Il fait ah salut les garçons, ça va? Il fait chaud aujourd'hui, vous trouvez pas? Eh regardez, parce que moi je me suis pris cette charrette la dernière fois, elle nous montre un bleu et vous êtes jamais fait mal vous? Enfin, parce que je vois que vous dansez, vous chantez et tout. Enfin, il fait une chaleur. Buvez, hein, hydratez-vous. Hein. Ouf. Et elle repart. Et elle repart. Ouais. Et il me regarde et il me dit genre, tu vois? Tu vois? Et là j'étais là genre ah ouais mais de fou. Hein. Il y a deux Accessible. parties Mais il faut comprendre que ces Exact. gens-là, en fait,
ces gens-là, quand ils sont dans une bulle de travail, ils sont dans une bulle de travail, quoi. Ouais. Et il faut pas avoir un gros somme marqué sur le front C'est bien, en étant... c'est hyper fair play de ta part. Et Bah, de fou. mais tu le sais que en tant que comédien, on en croise beaucoup. Mais oui, mais c'est des jaloux, Et- tu vois. Genre, je voyais plein de gens jaloux sur le set en mode Oui, genre, forcément. ah, elle parle à personne et tout. Elle est peut-être focus ou concentrée. Mais ouais, ou... mais même moi, j'ai pas envie de te parler. Enfin, franchement, si tu tires la gueule, t'es un peu comme ça, bah, mets-toi à sa place. Et puis en plus, c'était pas simple pour elle parce que, tu sais, entre les prises, elle était vraiment en train de. C'est un rôle principal, quoi. Elle était en train de se concentrer et tout. Et puis t'as les gamins qui étaient en mode genre, Wingardium Leviosa, tu vois, en train de la regarder. Elle était là, genre, Ouais. en train de jouer le jeu. Et moi, je l'ai trouvé cool, Emma Watson. En vrai, je l'ai trouvé hyper pro. Et en faisant la promo avec elle à Paris, Ouais. j'étais le seul Français du film. Donc Disney m'ont dit, genre, ben, on va faire quelques séances ciné avec des influenceurs et tout. Est-ce que tu veux venir? Et à chaque fois, on se retrouvait derrière l'écran avec Dan Stevens, Luke Evans, Alan Menken. Et à chaque fois que j'arrivais, elle fait ah, salut et tout, machin, elle Ouais, me puis faisait elle un te big reconnaît au hug. final, et bien sûr. Et j'étais là, genre, cool la meuf. Faut Ouais. juste pas. C'est normal, c'est des gens, ils sont photographiés dès qu'ils sortent de chez eux. Quand elle est dans une safe place, elle Oui, se là, calme. elle peut enfin être elle-même, mais Elle sinon, peut être elle-même ouais. et elle est à la cool. Et puis voilà, quoi. Elle te tape 3 mots en français, elle est contente. Normal, quoi. Et de là, comment est-ce que tu as pu arriver entre ces plus de 40 jours de tournage, ces studios londoniens, à mon Skyblog et ton seul en scène? En fait, de La Belle et la Bête, en fait, il y a eu Grease. Après Grease, avant Grease, il y a même eu la tournée de Roméo et Juliette en Chine. Gros épisode de ma vie aussi, extraordinaire expérience, où je prenais la place de Damien Sargue pendant que lui, il faisait les Trois Mousquetaires à Paris. Et la vie a fait que on finit Grease, le Covid arrive, et pendant le Covid, il y a un producteur qui m'appelle, qui s'appelle Alexandre Sorin, et qui me dit, voilà, je monte une tournée de concerts de comédie musicale avec que des têtes d'affiche de comédie musicale. Et moi, j'aime bien ton profil. Il m'avait dit texto, t'es là un peu la caution américaine. Comme tu as fait La Belle et la Bête, tu fais des comédies musicales anglo-saxonnes, tu chantes, tu danses. Voilà. Et sache qu'il y a Damien Sargue, Cécilia Cara, il y a Merwan Rim, Jenny Lin, Gwendal Marimutu, Priscilla Betty. Moi, putain, Ok. il m'avait donné le cast. Je suis là, genre, waouh, tu veux que je sois au milieu de ces gens-là? Bah, grave. Ouais. Je me suis senti hyper flatté. Et donc, ces gens-là sont devenus vraiment mes amis, ma famille aujourd'hui. Et je dis ça parce que sur ce spectacle, en fait, c'est la 6e tournée qu'on fait là en ce moment. Sur ce spectacle, en fait, Gwendal Marimutu, qui est à la direction artistique, m'avait suggéré, tiens, avant d'annoncer les chansons d'amour, tu devrais faire un petit sketch sur Tinder, parce qu'on va faire un truc un peu Tinder et tout. Je dis, ouais, ok, donc je prends le micro, je prends la parole. Et puis, je commence à improviser et ça devient un sketch. À chaque ville, ça devient un sketch où je fais une blague sur la ville et tout. Et j'essaie de rebondir sur ce que les gens ils me disent. Et ça prend un quart d'heure. Et je me dis, tiens, et à une fin de tournée, j'avais écrit des sketchs sur mes camarades pour les roaster un peu. Et ça avait grave pris, ça avait tourné sur les réseaux et tout. Je m'étais dit, genre, ah putain, trop bien. Et les fans, comme mes camarades de scène, m'avaient dit genre, tu sais quoi, tu devrais te lancer, tu devrais écrire un truc, mais que toi. Et déjà, j'étais flatté qu'ils trouvent ça drôle. Ouais. Et voilà, mais je ne savais jamais quel axe prendre parce que je pense que comme toute forme d'expression artistique, tu dois avoir quelque chose à raconter. Tu dois pas le faire de manière... Il y en a qui le font en surface et qui le font très bien. Moi, personnellement, l'artiste que je suis voulait vraiment raconter quelque chose et je savais pas quoi. Donc, je faisais des blagues sur Insta, surtout assez générationnel pour les millennials, tu vois. Genre, et la première vidéo qui est un peu sépère, c'est une vidéo où j'essaie d'allumer l'ordi de mes parents et je faisais tout un sketch sur le bureau des parents en mode genre, mais est-ce que vous aussi, vous avez ça dans le bureau de vos parents, des trombones, 17 stabilos et que des trucs comme as. Et en fait, les gens, ils réagissaient de fou. Mais grave. Et je voyais les gens qui se taguaient, qui se mentionnaient dans les trucs et tout. Et même les frères et sœurs qui se disaient, ah putain, c'est comme chez papa et maman et tout. Et
là, ça m'a vraiment marqué, comme quoi, en fait, on avait vraiment eu tous des enfances un peu similaires, les complètement. millénials, Ouais. dans les années 2000, mais j'avais toujours pas l'axe. Et au printemps dernier, malheureusement, j'ai perdu mon papa. Et, euh, et ça a été un gouffre pour moi. Et comme dans toute situation, mais ça, c'est quelque chose que je tiens de ma maman. Mhm. Dans toute situation, c'est on se laisse jamais aller. On reprend, on essaye de faire une catastrophe, on essaye d'en faire une force. Et clairement, c'est la plus grande catastrophe de ma vie. Pour moi, pour ma mère, mes frères et sœurs. Et on a tous réagi comme ça en faisant une force. Et moi, la force que je voulais en faire, c'était de me dire, tiens, j'ai envie de parler de mon père. Mais j'ai pas envie de parler de sa mort. J'ai envie de parler de ce qui m'a donné toute sa vie. J'ai envie de rendre hommage, de célébrer mon papa. Ok. Et la meilleure manière pour moi de célébrer mon papa, et je dis pas mon père, je dis mon papa parce que quand je pense à lui, je suis un enfant. Mhm. Et, et en fait, je voulais rendre vraiment... Oh putain, j'avais pas prévu de pleurer. Non, je voulais qu'on gaulerie. Bah, tu vas me faire pleurer aussi, donc... Ah, pardon. Excuse-moi. Non, mais c'est hyper touchant ce que Non, tu mais dis, mon Skyblock, c'est pas mais triste. c'est hyper bien. J'y étais à sa première, et c'était génial. Donc... Et je veux juste rendre hommage à tout ce qui m'a apporté, toute l'enfance qui m'a apporté. Et en ça, et rendre hommage au sud, à ma maison dans le sud de la France. Et quand je repense à tout ce qui m'a apporté, tu sais, j'ai des gens de mon âge qui sont parents maintenant. Et je pense que j'ai l'âge aussi d'être parent. Et je me dis, genre, waouh, si je suis parent, est-ce que j'arriverai un jour à la cheville de mes parents, de tout ce qu'ils ont fait pour moi? Tu vois, on en parlait au début de m'avoir soutenu, de m'avoir poussé à être artiste, d'avoir dit, il y a les cours Florent, faut te payer un Ouais. appart. Ok. Et je dis, waouh, le dévouement à ses enfants, l'altruisme qu'il faut pour ça. Et j'admire ça. Je suis obligée de te couper parce que c'est hyper profond ce que tu dis et hyper beau. Je sais pas si tu t'en rends compte. Parce qu'on est à peu près de la même génération, quelques années d'écart, et moi je suis maman. Et donc les réflexions que tu te fais pour quelqu'un qui n'a pas encore été papa et qui a perdu son papa, elles sont juste énormes en fait. Je sais pas si... Peut-être que par ton spectacle tu t'en rends compte inconsciemment, mais en tout cas pour te donner aussi un partage d'expérience, parce que bah, je suis aussi de la même génération que toi, j'ai traversé aussi plusieurs épreuves de vie. Et le fait d'être parent, bah forcément, tout de suite te renvoie à tes propres parents. Et du coup, bah, tu fais des parallèles, tu reprends leurs valeurs, etc. Et je trouve ça hyper beau. Et d'avoir réussi en plus sur ton seul en scène à te dire, OK, quelque chose, l'épreuve la plus tragique de ma vie, je vais en faire une des plus grandes forces. Et de réussir à monter sur scène. Et moi, je l'ai vu. Donc, j'ai vu tout ce fil conducteur que tu avais, avec en fait un peu comme si... En fait, c'est comme s'il y avait un peu la bulle de ton papa au-dessus de toi, avec une belle image, et toi qui racontais en fait tous ces moments de vie, les moments drôles, les moments moins drôles, et du coup, bah, ça nous fait découvrir vraiment une vraie partie de toi. Donc, je le dis, pour ceux qui ne sont pas encore allés le voir. Et du coup, bah, c'était extrêmement touchant. Donc, juste bravo à toi, en fait, d'avoir cette réflexion-là. Là, c'est pas dans mes questions, mais Fou, ouais. c'est hyper rare. Et waouh! Merci Ouais. beaucoup. Enfin, je le fais pas consciemment parce que je pense que si tu fais les choses consciemment, elles deviennent un petit peu Dans... marketing Ouais, et tout, je suis tu d'accord vois. avec toi. Et j'essaie juste c'est le premier truc Ouais. que je fais 100% moi, enfin, avec mon metteur en scène, qui m'a énormément cadré, mais le texte, je l'ai écrit moi parce que je voulais raconter ça. Et même si je travaille de manière très étroite avec Guillaume, mon metteur en scène, il le sait, il est déjà venu chez moi dans ma maison du Sud. Et donc c'est en ça que je lui fais confiance et que je le remercie encore aujourd'hui de cet accompagnement. Mais ce que je voulais vraiment, c'était... En fait, il y a un moment qui a été déclencheur, c'est que le jour où il est décédé, mon père, ce qui m'a frappé, et je l'ai déjà dit aussi dans une autre interview, c'était que le monde, il continuait de tourner en fait. Mon monde à moi, il s'était effondré, Ouais. mais le monde, il continuait de tourner. Et j'avais pas prévu de parler À de ce ça. moment-là, t'as le souffle qui est coupé en fait, parce que du Ouais. coup, tu vois que la Terre tourne, mais que toi, t'es effondré intérieurement. Et du coup, Ouais. tu te dis genre, mais est-ce que il y a peut-être des gens en fait qui sont là et qui ont Qui vivent la vécu, même chose. qui vivent la Ouais. même chose ou même pire. Et donc du coup, j'avais pas envie de me lamenter. C'est pour ça que je voulais pas faire
un spectacle hyper cathartique ou Bien sûr. thérapeutique, Oui, oui, même oui. si ça l'est un petit peu quand même. Mm. Mais c'est genre juste, ok, ben j'ai envie de te faire un cadeau. En fait, c'est ça, c'est le spectacle, il est pour mon père, mais il est aussi pour ma mère, qui était là la première, et ça, c'était hyper dur. Oui. Mais c'est aussi pour ma mère. Ce spectacle, il est pour dire, genre, ben, mon père, il le savait que je l'aimais, et tous les jours, c'est pour ça que j'ai aucun regret avec mon père, je lui dis tous les jours que je l'aimais. Et ma mère, on a un rapport un petit peu plus pudique avec ma mère, mais elle le sait, et je dis, bah voilà, je te le dis pas tous les jours, mais j'ai écrit un spectacle. Et elle l'a vu, et voilà, elle sait. Hyper touchant. J'avais pas prévu non plus d'être touchée par. Mais ça m'était déjà au spectacle, donc ça m'étonne pas, en fait. Et c'est là qu'on voit que la façon dont tu as été sur scène, c'est vraiment la façon dont tu es toi. Tu sais, tu as beaucoup d'acteurs et de comédiens. Je suis comédienne aussi, je le vois autour de nous. Des comédiens qui soient en spectacle, en seul en scène, ou qui soient derrière une caméra. Tu as vraiment cette scission, tu sais, quand tu les vois après dans la vraie vie, où tu dis, ok, en fait, là, c'était peut-être Ouais, pas vraiment toi, cette sensibilité, cette façon de voir les choses, etc. Et là, on voit qu'en fait, c'est vraiment toi. C'est-à-dire que oui, tu as ouais. tes personnages sur scène, mais c'est très authentique. Et ça, c'est Ben, c'est bien parce que je prône l'authenticité dans Je- notre métier et c'est hyper important pour moi. je pense que c'est ce qui fait qu'une œuvre, elle est unique, c'est si elle est sincère et authentique. Je dis pas que c'est bien, hein, mon spectacle. En tout cas, il est sincère, il est C'est ça, authentique. ouais. Et dans Ouais. tout ce que je fais de sincère et authentique, j'ai toujours la voix de mes parents qui sont derrière moi comme un petit garçon. Et je me dis, oh, j'espère qu'ils ne seraient pas déçus. Et du coup, est-ce que c'était... C'est quoi l'émotion que tu avais à décrire du fait que tu avais été proche, que c'était ta première? Enfin, j'ai vu en tout cas un public hyper avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là où, ok, les lumières se sont rallumées, tu as fait ta première, j'ai vu que tu étais émue, mais... Ouais. Et derrière ça? En fait, je voulais juste savoir si... je voulais juste ressentir si les gens étaient riés parce que c'était moi, riés pour me faire plaisir ou riés parce qu'ils trouvaient ça drôle. Je pense avoir ressenti de vraies réactions et c'est des gens à qui j'ai parlé. Il y a même des gens que je connaissais pas Mhm. qui sont venus voir mon spectacle, mais vraiment en mode ah, j'aime bien tes vidéos sur Insta. J'ai pris un billet, j'étais là. Putain, Ok. ça c'est génial. Mais oui. Et les gens qui te disent genre et qui écrivent des critiques sur Billet Réduc en mode j'ai beaucoup ri, je me suis retrouvé dans énormément de choses et j'ai été très ému. Et ben moi ça peut me faire ma soirée, ma Même semaine, plus, mon ouais, ce que je mois, veux dire, ouais. mon année. Ouais, Que quelqu'un complètement. que je connais pas et qui s'est dit ah tiens je me suis retrouvé là-dedans, ah bah c'est super. En fait je veux qu'on se connecte et je veux pas genre juste parler de moi parce que si je parlais que de moi, de ma tristesse, de ma peine, les gens, je les aurais perdus. En fait, je veux Oui, bien partager. sûr, bien sûr. Et j'ai jamais eu autant envie de partager qu'avec mon Skyblog, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai appelé mon Skyblog. C'est pas juste pour estampiller ça année 2000. Oui, C'est juste pour dire que mon la vraie Skyblog, référence, quoi. c'est une toi, vraie référence. C'est la première fois que je mettais en scène ma vie que tu te livres comme ça. en Ouais. ligne. Ouais. Je le dis dans mon spectacle que c'était mon journal intime, public, comme mon Instagram. C'est mon journal intime, public, parce que j'ai envie de partager des choses. Et j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. Je faisais pas ça n'importe comment sur mon Skyblog. Je le fais pas n'importe comment sur mon Insta. Et j'ai pas envie de le faire n'importe comment avec ce spectacle. J'ai envie de partager certains bouts et juste pour parler aux gens et pas parler de moi. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris vraiment pas que vraiment la scène, mais déjà tout le parcours de création, ce que tu as vécu, la première, sur toi. Qu'est-ce que ça t'a appris de plus sur toi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi Putain, c'est marrant, je ne m'attendais pas à cette question. Sur moi, ça m'a appris que peut-être sur moi, il va falloir que tu fasses un montage là-dessus. Sur moi, je dirais que ça m'a appris que j'avais peut-être des ressources insoupçonnées d'écriture parce que j'ai jamais ressenti la légitimité d'écrire quoi que ce soit. Et en fait, en étant inspiré par des seuls en scène que j'ai vus dans ma vie, qui sont dans la catégorie humour, pas stand-up, Oui. pas one, mais si je peux en citer trois, c'est trois seuls en scène féminins que j'ai vus dans ma vie qui m'ont vachement scotché, d'élégance, d'humour et d'efficacité. C'est celui de Laura Felpin, ça passe, celui de Philippine Delair, Fille à papa, et celui de Emma Beaujean.
que j'ai vu au Festival d'Avignon l'été dernier et qui m'a scotché aussi. Et 3 seuls en scène complètement différents. Et j'ai senti une fragilité, une sensibilité. Et je me dis, je refuse de me dire que la sensibilité, c'est que pour les seuls en scène avec des femmes sur scène. J'ai envie d'apporter ça aussi. Et ben voilà. En répondant à ta question, je pense que j'ai trouvé le truc. Je pense que j'avais envie d'y apporter beaucoup de sensibilité. Et c'est en fait en le faisant que je me suis dit, je me rendais pas compte, mais en fait, j'ai envie d'y mettre beaucoup de vulnérabilité en fait. C'est beau. Et je pensais pas. Moi, à la base, je voulais juste célébrer un petit peu la vie. Et tu l'as découvert en fait en le faisant et en voyant la réaction des gens à la sortie, tellement touché. Pas juste parce que certains ont connu mon papa, juste parce que en fait, les gens me disaient genre waouh, mais en fait, j'ai ri et t'es venu me cueillir à la fin. C'est un terme que beaucoup m'ont sorti. En mode genre t'es venu me cueillir. Mais moi, je veux pas vous cueillir. Genre, je veux juste raconter mon histoire. Et si ça vous cueille, tant mieux. Mais je pense pas que ça vous cueille. Les 5 dernières, même la dernière minute, je pense pas qu'elle vous cueille si vous n'êtes pas avec moi avant à rire et à déconner. Complètement d'accord avec toi. Du coup, on arrive bientôt à la fin. C'est passé extrêmement vite. Mais j'avais encore plein de questions. Mais déjà, j'aimerais en poser une importante à l'homme que tu es. Et on va mettre de côté Avignon, etc. Parce qu'il est à Avignon. Mais important pour tout le festival. Mais à côté de ça, du coup, si on enlève le festival d'Avignon qui arrive, tout ce que tu as fait, tes tournages, toutes tes réussites, et que je parle juste à l'homme, à Alexis, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Si tu devais me répondre quelque chose. Putain, je vais essayer de le dire sans pleurer. Parce que, en fait, quand j'ai réfléchi à ma réponse, tu sais, ce truc qui monte déjà, wow, calme-toi, ça va, quoi. T'inquiète, il nous reste que quelques secondes, donc comme ça, après, si tu pleures et que je pleure... non. Ce qui reste en vrai, c'est ce qui a toujours été, c'est un petit garçon. T'enlèves tout ça, c'est juste un petit garçon qui est devant sa télé en train de rêver, qui aujourd'hui en fait vit son rêve. Et ben on va terminer sur ces très belles paroles. Et Alexis, je te remercie infiniment de ta venue. Merci pour ce podcast, merci pour cet échange, c'était humain et il y avait vraiment beaucoup de sincérité. Donc merci à toi. Ben merci à vous. Et je te dis merci, on vous rappelle. Et ben je décrocherai. Avec plaisir. 16 secondes, parfait. On est dans les temps. Nickel.